En tout cas, on est très honoré de recevoir le député Arnaud Danjean, très connu en France. Et je sais que son profil a beaucoup intéressé, puisque quelqu'un qui a été des années dans les services, et pas n'importe lesquels, les fameux DGSE, fascine. Mais il n'est pas que ancien des services, il était aussi aux affaires étrangères, n'est-ce pas? C'était un peu un sas de décompression entre les services et la politique. Et ensuite, il s'est rapproché, c'est pas pour ça qu'on l'a invité d'ailleurs, de mon parti politique, j'ai été toujours UMP puis LR, il s'est rapproché de la politique et il a été élu député européen, n'est-ce pas, en tant que membre des LR, ou apparenté ou membre des LR. C'était encore UMP, qui s'appelle aujourd'hui LR, le parti historique créé par Sarkozy en 2002. Donc voilà, mais il ne parlera pas ici de politique, ni d'un point de vue politique. On a voulu inviter un véritable connaisseur des problèmes de sécurité, de terrorisme, de renseignement. Et ce que je propose, c'est, puisque les temps sont comptés, d'aller directement au but. Moi, je ne vais pas parler aujourd'hui, ce n'est pas le but. On avait 2 experts prévus, l'autre s'excuse, mais de toute façon, notre expert Arnaud Danjean peut largement parler pour 2 personnes. Je vous propose, Arnaud, de faire ce que vous aviez préparé. Peut-être je vous pose une première question ou après, que vous avez un laïus, je ne sais pas ce que vous préférez. Un propos liminaire et puis... Voilà, un propos liminaire et après on échangera. Et quand on aura fini la partie qui est consacrée aux propos d'Arnaud Danjean, et bien entendu on pourra échanger. Alors je salue bien entendu plusieurs députés européens ou ex-députés européens, on dit d'ailleurs députés honoraires, on en a 3 ou 4. Je salue une des anciennes directrices générales du Parlement européen, Olga, qui était parmi nous. Bien entendu, et tout le monde est égal, donc bien entendu tout le monde est salué et bienvenu, y compris les non-élus ou non-anciens fonctionnaires. Mais on a aussi beaucoup de consultants. C'est un plaisir parce que dans un think tank, on s'adresse beaucoup aux consultants, aux experts, et on est très heureux, je ne vais pas mentionner tout le monde, mais on a énormément d'experts dans cette salle qui sont vraiment des connaisseurs de la matière. Et pas forcément du terrorisme, mais des consultants, des experts sur plusieurs domaines, notamment géopolitique. Voilà, donc ravi et honoré de vous recevoir. Ah, merci. Est-ce que vous entendez déjà avec un micro ou il y a besoin d'un autre micro? Est-ce que vous êtes... C'est pas terrible. C'est pas terrible? Voilà. Merci, Victor. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Alexandre, pour cette invitation. Ça fait un petit moment qu'on envisageait cette rencontre. Moi, je suis ravi d'être là aujourd'hui. La présentation a été un peu trop flatteuse, je pense, mais je n'ai été qu'un modeste fonctionnaire, effectivement, au sein de la DGSE pendant une quinzaine d'années. Et puis ensuite, un passage au Quai d'Orsay et ensuite le Parlement européen, où je suis élu depuis 10 ans. Ce que je vous dirai ce soir est peut-être moins frappé du sceau de l'expertise à proprement parler sur le phénomène djihadiste. J'imagine qu'il y a parmi vous des gens qui ont peut-être une expertise à la fois de pratique ou intellectuelle plus poussée que la mienne. Ça sera vraiment un propos de parlementaire, parce que je pense que c'est un sujet qui a suffisamment d'intérêt sur le plan politique pour que les parlementaires puissent s'exprimer dessus, autant que se faire en n'étant pas trop mal informés, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais encore une fois, mon propos sera, j'allais dire, par nature peut-être un peu généraliste ou superficiel par rapport à des gens qui ont une véritable expertise de la matière. Le point de départ, si vous voulez, de cet intérêt, outre le fait d'avoir un peu travaillé effectivement sur des sujets liés au contre-terrorisme par le passé, ça a été évidemment le choc que, à titre personnel et politique, j'ai eu comme des millions de citoyens européens et français face aux vagues terroristes islamistes qui ont frappé les pays européens depuis 2015. J'allais même dire depuis 2012, parce que pour ma part, et c'est là où sans doute peut-être un œil plus professionnel a une appréhension un peu différente de nombreux concitoyens, je considère pour ma part que les attentats qui avaient été perpétrés en 2012 par Mera constituaient déjà le lancement de cette nouvelle vague djihadiste. Je dis nouvelle parce que la France en avait déjà connu au moins 3, au moins 2 par le passé. Et là, on assistait à une forme de 3e vague djihadiste. Et 2012, pour moi, ne se déconnecte pas véritablement de 2015, même si en ampleur peut-être, et vu le profil aussi des gens, il y a quelques différences. Mais je pense que dès le début des années 2010, nous avons eu
en France quelque chose d'assez massif en termes de menaces terroristes. Alors évidemment, encore une fois, en tant que citoyen et qu'élu, j'ai été particulièrement frappé par cela et frappé aussi par la difficulté d'y répondre politiquement. J'ai trouvé qu'en France, le débat, c'est tout à fait légitime, a été très vite gagné par l'émotionnel, le compassionnel, mais pas forcément par une appréhension, j'allais dire, clinique du phénomène. Peut-être que je ne voudrais pas paraître insensible, on a tous été extrêmement bouleversés par les attentats, mais je pense que le devoir de la puissance publique, c'est d'aller au-delà de l'émotion que la population ressent légitimement. Il faut aller dans l'analyse clinique de ce qui nous a frappés, étudier la menace, la disséquer, voir d'où elle vient précisément, d'où elle vient physiquement, d'où elle vient géographiquement, d'où elle vient intellectuellement, et y répondre. Et y répondre là aussi cliniquement que possible. J'ai trouvé que dans les réponses qui étaient apportées par les États européens en général et par la France en particulier, il y avait excessivement d'émotionnel et de compassionnel. Et encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit le rôle des politiques en charge que de céder à cela. Un exemple qui peut-être vous choquera, mais je l'assume, après tout nous sommes là aussi pour débattre, je trouve que l'inflation qui a été faite au niveau verbal, cette rhétorique martiale, comme je dis, en permanence, à longueur de journaux, nos hommes publics, parfois en responsabilité ou dans l'opposition, en permanence assènent « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». C'est une formule qui me choque un peu. D'abord parce que pour tous ceux qui ont vraiment vécu dans des pays en guerre, il y en a sans doute parmi vous, ça a été mon cas aussi, quand on vit dans un pays en guerre, on n'est pas frappé sporadiquement par des attentats, aussi tragiques soient-ils. C'est tous les jours qu'il y a des prises de risques, qu'il y a des morts, qu'il y a une atmosphère qui est beaucoup plus pesante que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ici même, ou à Paris. Voilà. Ça peut paraître peut-être décalé de dire ça, mais je pense qu'il faut remettre les choses à leur bonne proportion. Et que le responsable public n'est pas là juste pour dire « nous sommes en guerre ». S'il le pense, qu'il l'assume et qu'il prenne les mesures qui vont avec cette, j'allais dire, cette caractérisation du phénomène. Mais je trouvais que ce slogan « nous sommes en guerre » nous exonérait d'agir véritablement. Et qu'il y avait une disproportion entre ces slogans extrêmement martiaux et puis les mesures effectives qui étaient prises pour endiguer un phénomène face auquel nous étions confrontés. Donc au Parlement européen, c'était tout à fait frappant. Également, ce sujet tombait dans des interstices. Le sujet du djihadisme était un sujet qui n'était ni véritablement traité en commission des affaires étrangères, à laquelle j'appartiens, qui n'a pas véritablement de pouvoir, qui est assez prestigieuse, mais qui n'est pas une commission législative. On ne produit pas de textes qui ont ensuite un effet réel. Donc c'est une commission dans laquelle on parle, si possible, pas trop bêtement de phénomènes géopolitiques ou autres, mais si vous voulez, il y a un caractère quand même assez sympathique, mais intellectuellement un peu hors sol parfois de nos débats. Donc difficile d'aborder ce sujet pleinement dans cette commission. La commission qui s'occupe des libertés civiles et qui est la commission qui, elle, a des vrais pouvoirs législatifs sur des sujets qui peuvent intéresser la sécurité de nos concitoyens, sur la sécurité intérieure, sur la justice, est une commission qui idéologiquement rechigne à aborder des sujets sécuritaires. C'est une commission qui a d'abord été créée surtout pour la protection des droits des citoyens. C'est tout à fait louable, mais du coup ça a donné une optique à cette commission au fil des années, une optique de défenseur des droits, mais pas du tout une optique sécuritaire. Et je ne cherche pas à opposer les deux. Moi, je pense qu'un État démocratique fonctionne bien sur ses deux jambes et que, évidemment, les libertés civiles, individuelles et collectives doivent être assurées, l'ordre constitutionnel doit être assuré dans toutes ses dimensions, mais que face à des phénomènes comme ceux qui nous frappent, et en particulier ce terrorisme djihadiste, il y a des mesures à prendre et il y a des mesures parfois à réviser, des politiques publiques à mettre en œuvre qui demandent beaucoup plus de robustesse. Et de ce point de vue-là, cette commission parlementaire ne me semblait pas équipée. Voilà, c'est une commission qui aborde systématiquement les questions sous un angle qui n'est pas favorable à des mesures sécuritaires.
Et sans parler de mesures sécuritaires excessives, mais simplement, j'allais dire, du bon sens en termes de circulation des personnes, en termes de mandats d'arrêt internationaux, en termes de désignation d'un certain nombre de phénomènes criminels ou autres. Nous sommes, je trouve, très en arrière de la main. Ça nous a conduit au Parlement européen, avec un certain nombre de députés, à réclamer la mise en place d'une commission spéciale pour étudier ce phénomène terroriste djihadiste qui frappait l'Europe. Nous avons réuni cette commission pendant un an et demi, j'en ai été un des animateurs, et finalement ce que je vais vous dire ce soir est un peu la restitution de ce travail, restitution un peu plus libre qu'elle ne figure dans le rapport que nous avons produit, parce qu'un rapport parlementaire est toujours très édulcoré, singulièrement au Parlement européen, avec 28 nationalités, 7 groupes politiques, où vous êtes obligé de faire un certain nombre de compromis si vous voulez que les textes aboutissent. Ce que je vous dirais est plus peut-être de l'ordre du ressenti par rapport aux non-dits ou aux angles morts de certains de nos travaux. Et d'abord, je voulais vous dire que si vous êtes là ce soir, et j'imagine avec de bonnes raisons, c'est que ce sujet vous interpelle et que vous considérez, comme c'est mon cas en tout cas, que le terrorisme djihadiste est une vraie menace profonde, durable pour nos sociétés. Or, ce qui peut vous paraître énoncé comme ça, une évidence, est loin d'être une évidence en Europe. Et pas simplement parce que des gens idéologiquement ne veulent pas voir cette réalité, ou parce que, par certains travers, certaines personnes, certains groupes se refusent, ou par naïveté, se refusent à considérer cette menace. J'allais dire, c'est pour de bonnes raisons parfois qu'un certain nombre de gens et de pays ne considèrent pas cette menace à sa juste mesure. Il faut toujours être conscient, et je commence par là, parce que c'est une donnée de base qui heurte parfois nos perceptions immédiates. Il faut être conscient que plus de la moitié des pays européens n'ont jamais éprouvé sur leur sol le moindre attentat de cette nature. Plus de la moitié des États européens n'ont jamais eu d'attentat djihadiste sur leur sol. Plus de la moitié des pays européens n'ont pas eu ou ont eu moins de 10 individus issus de leur pays partis faire le djihad, en particulier au Levant. Alors évidemment, confrontés aux ordres de grandeur que nous connaissons en France ou en Belgique, qui avons les plus gros contingents de combattants djihadistes, qui ont connu les attentats avec le Royaume-Uni, avec l'Espagne, on a tous en mémoire Londres en 2005, Madrid en 2004, on a subi des attentats massifs, récurrents, une menace extrêmement vivace. Ça paraît un peu choquant de dire qu'un certain nombre de pays européens ne ressentent pas cette menace. Et pourtant, c'est la vérité. Et c'est ce qui explique peut-être ce qui a été perçu comme une faiblesse dans la réaction européenne, dans la mise en place d'un certain nombre de dispositifs à l'échelle européenne face à la vague terroriste. C'est parce que, outre le fait que j'ai déjà évoqué, qu'un certain nombre, je pense, de dirigeants politiques se sont laissés aller plus à l'émotion qu'à la réaction ferme face au phénomène, même quand un certain nombre de mesures étaient préconisées, notamment par des responsables français ou belges ou espagnols, quand ils venaient à Bruxelles pour essayer d'avoir des dispositifs à l'échelle européenne, ils retrouvaient la moitié de leurs collègues, au moins la moitié, qui leur disaient « on comprend, on compatit », les problèmes que vous énoncez dans vos pays sont réels et nous n'avons pas de raison de douter de votre parole. Simplement, comprenez que chez nous, ce n'est pas du tout la priorité. Comprenez que chez nous, il n'y a pas le même degré d'urgence, que nous considérons que nous avons d'autres menaces, géostratégiques ou sociétales ou autres, et nous voulons bien vous suivre sur un certain nombre de mesures, mais attention de ne pas aller trop loin. Je vais prendre un exemple très concret. Immédiatement après les attentats, les vagues d'attentats, on a quand même considéré qu'il y avait un certain nombre de mesures qui pouvaient être prises par rapport à la liberté de circulation et par rapport au cadre Schengen qui régit la liberté de circulation entre un certain nombre de pays européens, qui n'appartiennent pas d'ailleurs tous à l'Union européenne. Je rappelle que la Suisse fait partie de l'espace Schengen.
Eh bien, quand les ministres français sont arrivés à Bruxelles pour dire, écoutez, compte tenu de l'ampleur de la menace terroriste et des flux, et en particulier des flux migratoires, nous devons rétablir un certain nombre de contrôles aux frontières, flux migratoires dont je rappelle qu'ils ont été utilisés délibérément par un certain nombre d'organisations terroristes. Tout ça est parfaitement documenté, j'y reviendrai parce que ça a été un des points d'achoppement avec certaines forces politiques ici. Eh bien, quand les ministres français disaient qu'il y a urgence à rétablir un certain nombre de contrôles, il y a urgence à réviser le système Schengen, qui était un système très incomplet, qui faisait qu'on privilégiait la liberté de circulation, alors qu'à l'origine, dans Schengen, il y avait deux volets. Il y avait un volet liberté de circulation, et puis il y avait un volet sécuritaire. Pour assurer une bonne circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, il était prévu des contrôles plus stricts aux frontières extérieures et des coopérations policières renforcées, en particulier en échange de fichiers et d'informations. On a privilégié pendant des années la version entre guillemets libérale de Schengen sur le plan de la circulation, de la liberté de circulation, avec des avantages évidents pour un certain nombre de pays, en particulier les nouveaux pays européens, ceux qu'on appelle les nouveaux pays qui sont entrés à partir de 2004, pour lesquels, après avoir vécu sous totalitarisme soviétique, la liberté de circulation était le Graal européen. Avoir la liberté de circulation, c'était pour eux, même s'ils ne l'utilisaient pas tous d'ailleurs, mais c'était pour eux le symbole d'avoir quitté définitivement une orbite totalitaire. Et donc ces pays attachaient une importance, et attachent toujours une importance viscérale à la liberté de circulation, quelles que soient les conditions. Et donc on a privilégié ce mouvement par rapport au mouvement de sécurité qui pourtant devait aller de pair et qui logiquement devait assurer le bon fonctionnement de la liberté de circulation. Tout ça pour vous dire que quand un certain nombre de mesures ont été préconisées, qui demandaient des révisions très rapides des mécanismes Schengen. Je prends l'exemple du contrôle aux frontières, du contrôle systématique aux frontières extérieures de Schengen. Je ne parle même pas du rétablissement des frontières intérieures. Pour faire court, et un peu caricaturalement peut-être, mais quand vous partiez, vous êtes ressortissant de Schengen, en titre de la France ou de la Belgique, vous partez dans un pays tiers, mettons la Turquie, le Maroc, quand vous reveniez soit à Bruxelles ou à Athènes ou à Paris, vous n'étiez pas contrôlé, pas très bien contrôlé, généralement aux aéroports. Vous montriez votre carte d'identité ou votre passeport, la police aux frontières regardait vaguement votre passeport, et puis vous laissez passer. Parce qu'il n'y avait pas d'obligation de contrôle systématique. Nous avons souhaité, un certain nombre d'élus, mais également, il faut le dire, les ministres français ont assez bien réagi là-dessus, rétablir le contrôle systématique. Le fait de pouvoir scanner, de devoir scanner les documents d'identité pour tracer les passages aux frontières. Cette mesure, qui est une mesure technique, mais qui nécessitait une approbation politique des 28 États européens, il a fallu des mois pour la mettre en œuvre, parce qu'un certain nombre d'États considéraient que ce n'était pas prioritaire, que ce n'était pas urgent, que ça allait entraver la liberté de circulation, que ça allait poser des problèmes techniques d'adaptation dans certains aéroports, dans certains postes frontières routiers. Voilà. Tout ça pour vous dire et pour illustrer, ça nous emmène peut-être un peu loin du sujet, mais je vais revenir très vite au sujet, tout ça pour illustrer le premier point que sur lequel je voulais attirer votre attention. Ce qui nous paraît évident à nous, Belges, Français, ne l'est pas du tout en matière de priorité à accorder au phénomène djihadiste, ne l'est pas du tout dans, si ce n'est la plupart, dans au moins la moitié des pays européens. Ce qui explique beaucoup dans l'apparente timidité, naïveté, ou passivité qu'on peut reprocher à l'Europe, au sens large, aux institutions européennes ou aux États européens face à ce phénomène. Premier point que je voulais souligner. Le deuxième point qui m'a beaucoup frappé dans notre commission spéciale, qui n'était pas une commission d'enquête, qui était une commission parlementaire sans pouvoir d'enquête, mais on a auditionné beaucoup de gens, c'est que tous les membres de cette commission, et je m'inclus dedans d'ailleurs sans doute, sont entrés dans ce travail de contre-terrorisme sans beaucoup de connaissances. Personne n'avait été dans sa vie antérieure un spécialiste du contre-terrorisme, sans beaucoup de connaissances factuelles, mais avec beaucoup de préjugés. Alors des préjugés dont certains pouvaient se vérifier tout à fait fondés, et puis des préjugés qui étaient un peu plus fantaisistes. Et si je voulais être un peu caricatural, et pardonnez-moi, je vais l'être pour animer un peu le débat, mais vous aviez d'une part beaucoup de forces politiques plutôt à gauche qui sont arrivées dans le débat en considérant que ce phénomène terroriste, djihadiste, après tout, était la résultante essentiellement, que le facteur principal qui expliquait ce phénomène, c'était des facteurs sociaux et sociologiques. C'est-à-dire que c'est la marginalisation, la pauvreté, la mauvaise intégration qui génèrent
ce phénomène terroriste et son intensité. Avec, en filigrane, on le voit bien, une forme de culpabilisation de nos sociétés occidentales, coupables d'avoir discriminé un certain nombre de populations, d'origine immigrée pour la plupart, qui ensuite se retournent, je ne vais pas dire à bon droit, mais il y a quand même toujours un peu cette culture de l'excuse qui n'était jamais très loin, qui se retourne contre nous. Et donc, un prisme social, j'appellerais social, très fort dans l'explication du phénomène terroriste. Sur l'échiquier plus à droite, mais pas que, c'est aussi d'un point de vue géographique, quand on regarde par exemple entre l'Est et l'Ouest, une conviction forte que le phénomène terroriste djihadiste n'est à relier quasi exclusivement qu'à un problème migratoire. Flux migratoires incontrôlés, mauvaise intégration certes, mais parce que ces populations ne veulent pas s'intégrer, avec, de la même façon que je dirais qu'à gauche nous avions un préjugé qui nous emmenait très loin sur l'excuse, il y avait, je pense, à droite une tendance à aller trop loin dans une vraie stigmatisation un peu systématique, à voir derrière chaque immigré ou chaque musulman un terroriste en puissance. Donc la difficulté pour nous a été d'aller au-delà de ces préjugés, pour montrer quelque chose qui, moi, m'apparaissait évident, mais qui ne l'était visiblement pas pour tout le monde, c'est deux choses. D'abord, la complexité des parcours de radicalisation, ce qui conduit à être un terroriste, c'est-à-dire à frapper, à tuer, parce que c'est ça le terrorisme, à tuer des civils innocents au nom d'une cause et politiquement, avec la volonté d'en faire un impact destructeur sur une société donnée. Qu'est-ce qui amène à ça? Parce que c'est quand même pas banal, c'est quand même pas quelque chose de si courant que ça. On peut considérer que c'est un phénomène important aujourd'hui et une vraie menace, mais c'est quand même pas un phénomène qui frappe au quotidien à tous les coins de rue dans toutes nos capitales. Donc il y a quand même des parcours, il faut étudier ces parcours pour voir ce qui amène à cela. Et là-dedans, vous avez beaucoup de phénomènes, vous avez beaucoup de caractéristiques. Il y a du social, il ne faut pas le nier, il y a du social. Il y a même du psychologique parfois. Vous savez, maintenant on dit toujours c'est un dérangé qui a fait... Mais c'est vrai, je discutais l'autre jour avec des forces de gendarmerie dans mon département, dans le fichier des personnes radicalisées qu'ils ont à surveiller, il y en a à peu près, grosso modo, une centaine par département français, ce qui est quand même assez considérable, hein, quand une centaine de départements. Bon, c'est quand même assez considérable. Bon, sur la centaine de personnes qu'ils avaient à surveiller, qui avaient été signalées pour des faits de radicalisation, les gendarmes eux-mêmes considéraient qu'il y en avait une bonne vingtaine, qui étaient des gens qu'ils avaient connus par ailleurs, qui leur avaient été signalés pour des vrais problèmes psychologiques ou autres, qui étaient un peu prêts à embrasser n'importe quelle cause et qui avaient des vrais troubles comportementaux. Donc ce facteur-là existe, le facteur social existe, le facteur de mauvaise intégration existe, le facteur de discrimination existe, tous ces facteurs existent. Mais ce ne sont pas à eux seuls des facteurs explicatifs. Il y a toujours autre chose. Et c'est là mon deuxième point, et c'est finalement le cœur du débat que je voulais avoir, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Et pour ma part, j'ai été frappé que dans tous nos travaux, l'angle mort, ça a un peu été ça. Ça a été l'incapacité, ou en tout cas la difficulté, à considérer que derrière ce phénomène terroriste, djihadiste, il y avait plus que, pardonnez-moi l'expression, mais plus que des paumés, plus que des gens convertis à la va-vite et qui avaient une revanche à prendre sur la vie, une revanche à prendre sur la société occidentale, qui avaient une volonté violente, parce qu'on peut trouver ça dans d'autres groupes terroristes ou violents, anarchistes ou radicaux. Voilà. La spécificité de ce phénomène-là, c'est pour moi un noyau idéologique extrêmement dur, au sens résilient, au sens qui a traversé des époques, qui a traversé des générations, qui est parfaitement, cohérent d'un point de vue intellectuel. Et je pense que là où je dis qu'il y a un angle mort, politiquement, nous avons du mal à appréhender cela. On a du mal. On voit le terrorisme islamiste comme un phénomène un peu conjoncturel. Il nous a pourtant frappé à de multiples reprises en France, dans le début des années 80, où il était instrumentalisé par des États. L'ironie de l'histoire veut qu'à l'époque, ces États étaient plutôt la Syrie, l'Iran, d'ailleurs des États chiites, qui avaient beaucoup instrumentalisé suite à la révolution iranienne, qui était à l'époque le phare de l'islamisme, c'était l'islamisme iranien. À ce moment-là, avec l'arrivée de Khomeini, on a eu cette première vague dans les années 80, puis après, on a eu une vague plus tard liée aux Algériens, bien sûr, et à la guerre civile algérienne, et puis on a le nouveau phénomène lié au retour des Afghans.
la maturation de ces couches successives qui a apporté aujourd'hui ce monstre qu'on a connu avec Daesh. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que depuis plus de 30 ans, 40 ans même maintenant, aujourd'hui, beaucoup d'historiens vous diront que l'année fondatrice pour tous les mouvements djihadistes, parce qu'il y a eu la révolution islamique en Iran, parce qu'il y a eu une première rupture au niveau du salafisme wahhabite en Arabie Saoudite, avec la prise de la grande mosquée de la Mecque par des radicaux, parce qu'il y a eu l'invasion soviétique de l'Afghanistan, qui allait ensuite générer l'aide américaine aux Moudjahidines, eh bien, l'année 79 est une année charnière dans l'expansion du djihadisme. 79, c'est quand même il y a 40 ans. Et donc ça fait quand même 40 ans qu'on aurait dû savoir qu'il y avait cet ennemi, si vous voulez. Ça fait 40 ans qu'on aurait dû parfaitement appréhender cet ennemi. Ce n'est pas des phénomènes sur 2-3 ans conjoncturels qui disparaissent. Alors il y a un côté serpent de mer dans la manifestation de ce phénomène, mais c'est quand même quelque chose de pensé, de structuré depuis ces 40 ans d'activisme. Mais intellectuellement, ça remonte beaucoup plus loin. Alors vous avez écrit un bouquin sur les frères musulmans, moi je n'ai pas encore lu votre livre, je le lirai avec intérêt, mais évidemment c'est une des matrices, c'est pas la seule d'ailleurs, mais c'est une des matrices idéologiques, en particulier les frères égyptiens, hein, toute la filière égyptienne, particulièrement vivace depuis 1928, mais après avec différents rebonds, et tout ça, donc ça date pratiquement un siècle. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, les premiers écrits très, j'allais dire, virulents et qui prônent le djihad armé, on peut les trouver début des années 20. Donc ça veut dire un siècle qu'on aurait dû être sensibilisé et apprendre à connaître cet ennemi, encore une fois, qui est un ennemi organisé intellectuellement. Ce n'est pas une bande de paumés comme ça qui décident de frapper l'Occident simplement parce qu'ils ont vu des images violentes à la télé ou joué à des jeux vidéo. Ça a sans doute un facteur amplificateur. Toutes les technologies aujourd'hui ont un facteur amplificateur et il y a des phénomènes liés à cela. Mais le cœur du système, c'est la matrice idéologique. On retrouve les mêmes gens. On retrouve les mêmes réseaux. Ce qui m'a beaucoup frappé dans pas nos enquêtes, mais même un survol assez superficiel des choses, c'est que en France, de génération en génération, ça se transmet. Enfin, je dis génération, c'est moins qu'une génération, mais on retrouve dans les départs pour le théâtre syro-irakien dans les années 2014-2015, on retrouve les filières dites par exemple des buts de Chaumont qui organisaient des filières de départ en Irak pour combattre les Américains en 2003. C'est les mêmes gens. Et dans ces filières de 2003, on retrouvait à l'époque des gens qui étaient impliqués dans les filières algériennes des années 90. Et dans les filières algériennes des années 90, on trouvait des gens impliqués dans les filières des années 80 et puis qui se sont reconvertis après. Donc vous avez une continuité. Il y a une continuité idéologique avec des débats internes. Hein. Est-ce que le djihad doit être universel? Est-ce que le djihad doit d'abord s'attaquer aux régimes musulmans en place dans un certain nombre de pays? C'était une des théories en disant qu'il faut d'abord renverser le pouvoir en Égypte, il faut d'abord renverser le pouvoir en Jordanie, il faut d'abord renverser le pouvoir en Syrie ou ailleurs, en Irak. Est-ce qu'il faut s'attaquer d'abord aux Américains? Est-ce qu'il faut s'attaquer d'abord aux Juifs? Est-ce qu'il faut s'attaquer aux Européens? Dans la djihadosphère, il y a des débats. Il n'y a pas une unité intangible qui traverse les époques. Mais c'est encore plus dangereux, j'allais dire, parce que ça prouve la vitalité idéologique de cette mouvance. C'est pas, on suit un dogme édicté il y a 100 ans et puis on s'y tient un peu bêtement et on y va. C'est pas ça. C'est plastique. Il y a une idéologie au cœur de cela qui est le djihad militant, armé, offensif, et puis qui se décline ensuite en fonction des circonstances historiques. À un moment, ça a été l'Afghanistan, ensuite ça a été l'Algérie, il y a eu des tentatives en Europe par rapport à la Bosnie en particulier, ça a moyennement pris, ensuite il y a eu la Tchétchénie, là aussi ça a pris moyennement, et puis après on est revenu sur les théâtres, j'allais dire, originels, mais intellectuellement l'origine c'est l'Égypte quand même, donc il faut quand même rester vigilant sur ce pays-là, à mon avis c'est encore un des lieux où il peut se passer. On voit aujourd'hui le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, la Corne de l'Afrique, l'Extrême-Orient. Les Philippines connaissent des phénomènes djihadistes extrêmement virulents. Donc on voit ces adaptations géographiques, mais j'allais dire qui ne diminuent en rien la virulence de l'idéologie originelle. Et je trouve que c'est là où
Je ne dirais pas nous avons péché, mais en tout cas, j'ai trouvé que dans nos travaux, c'est là où il y avait quand même une vraie difficulté à appréhender le phénomène. Parce que c'est un phénomène difficile, parce que ça demande évidemment des recherches, parce que ça demande aussi de parfois aller au-delà de nos... sinon de nos préjugés, du moins de nos représentations du monde, parfois un peu faciles. Je vois aujourd'hui, moi je me méfie toujours, si vous voulez, de ce que j'appelle l'essentialisme. Hein. Alors les Iraniens sont comme ci, les Saoudiens sont comme ça, les Égyptiens sont comme ci. Il y a plein d'Égyptiens différents, il y a plein de Saoudiens différents, il y a plein d'Iraniens. Alors après, il y a évidemment des masses critiques et il y a des caractéristiques plus fortes, telles ou telles, mais ce qu'on voit sur ce phénomène djihadiste, c'est qu'il y a plein de choses qui sont contre-intuitives. Il y a plein de choses qui sont contre-intuitives. Quand je vous disais, je rappelais historiquement, c'est comme ça, les premiers héros A-U-T, S, mais pas les héros héroïques, mais les héros représentants du combat islamiste mondial, c'était les chiites iraniens au départ. Mais ils ne se concevaient pas comme chiites, ils mettaient en avant le fait qu'ils étaient islamistes. Et un certain nombre de groupes se rattachaient à eux et étaient sponsorisés à eux parce que c'était cette matrice-là qui était triomphante. Ça a très vite agacé évidemment les wahhabites saoudiens et qui ont, eux, mis tous les moyens que leur avait donné le choc pétrolier pour alimenter une autre version, qui était une version salafiste hyper conservatrice. Mais tout ça est peut-être plus compliqué qu'une représentation qui mettrait face à face, assez binairement, j'allais dire, l'Iran et l'Arabie saoudite, nous sommant, j'allais dire, nous, de prendre parti, alors qu'il y a beaucoup de complexité là-dedans. Donc moi, je pense qu'il faut se méfier de ces représentations-là. Il n'empêche que nous avons eu du mal à appréhender quand même, je trouve, cette matrice idéologique. Et dans les mesures qu'on préconise, c'est là aussi où le bât blesse. On va avoir plein de mesures proposées pour des mesures physiques de protection des populations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter la propagation sur Internet? Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger dans nos villes contre les voitures béliers, contre les modes opératoires qu'on a relevés aujourd'hui de la part des groupes islamistes? On va avoir toute une réflexion tout à fait légitime et bienvenue là-dessus. On va avoir une réflexion sur la déradicalisation. Concept un petit peu fumeux, il faut bien le reconnaître. Il n'y a pas beaucoup de cas réussis de déradicalisation et on a très peu d'expérience et de recul en la matière pour porter un jugement, mais tout ça quand même est une entreprise un peu aléatoire. On va avoir beaucoup de débats sur l'intégration, on va avoir beaucoup de débats sur l'éducation, mais finalement on a quand même une difficulté à penser le combat idéologique. Moi, je suis quand même frappé par ça. On a surtout beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de notre logique et à se dire qu'on a en face de nous un noyau dur de gens qui sont extrêmement déterminés. Extrêmement déterminés. Parce qu'on a tendance à voir à travers le prisme déformant des exécutants, des opérationnels. Et dans les opérationnels, il y a effectivement des pauvres gars, il y a effectivement des déséquilibrés, il y a effectivement des gens pas très cohérents qui ont été récupérés comme ça. Et on a du mal à voir que derrière ces gens-là, il y a vraiment une organisation, alors il y en a plusieurs d'ailleurs, mais des organisations qui sont extrêmement bien structurées et qui n'abandonnent pas et qui n'abdiquent pas et qui sont pas, j'allais dire, rebutées par le fait de perdre vague après vague, frappe de drone après frappe de drone, tout le leadership de leur structure. Et ça, je pense que c'est là où nous avons, si ce n'est un point faible, peut-être un peu un angle mort dans notre compréhension du phénomène. Je terminerai en disant que je trouve aussi par rapport à ce que je vous disais sur les réactions peut-être parfois un peu superficielles que nous avons, trop émotionnelles, trop compassionnelles, et l'absence de réflexion sur plus de profondeur par rapport à ce phénomène-là. D'abord, nous avons parfois de l'amnésie, parce qu'encore une fois, ce phénomène est ancien. On a un phénomène aussi de mépris peut-être, parce que souvent ces gens-là ont annoncé ce qu'ils allaient faire. Si on s'était intéressé aux écrits des idéologues islamistes, djihadistes et autres, on n'aurait peut-être pas déjoué toutes leurs offensives, mais en tout cas on aurait peut-être été moins surpris par le fait qu'ils s'en prennent à nous avec cette virulence et les théâtres sur lesquels ils s'en sont pris à nous, parce que à bien des égards, ils ont théorisé ce qu'ils ont mis en œuvre. Et puis ce qui me frappe aussi, c'est depuis 2015, cette focalisation sur Daesh. Alors, on ne parle plus de djihadisme, c'est Daesh, et on met Daesh à toutes les sauces. Moi, je fais partie des gens qui, par simple observation, puis peut-être parce qu'effectivement j'avais un peu de prédisposition compte tenu de ma maigre expérience dans les services, on sait très bien que Daesh est certainement le mouvement le plus spectaculaire,
qui a d'ailleurs théorisé son côté spectaculaire, qui l'a mis en scène avec beaucoup d'efficacité, qui a utilisé les nouvelles technologies là où d'autres n'avaient pas les moyens de le faire à l'époque. Mais moi, je reste quand même frappé par le fait que, au-delà de Daesh, on a des groupes, et en particulier Al-Qaïda et ses ramifications, qui, de mon point de vue, sont sans doute encore des groupes plus professionnels que Daesh, qui ont peut-être moins, pardonnez-moi l'expression qui est vraiment très impropre, mais qui ont moins surfé sur la vague médiatique des derniers attentats et des derniers conflits au Levant. Mais je pense que nous avons une virulence là sur le long terme qui est au moins aussi dangereuse que celle résiduelle de Daesh tel que nous le connaissons aujourd'hui. Al-Qaïda conserve d'abord un Al-Qaïda central aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan, sans aucun doute, qui reste extrêmement virulent, avec des gens qui sont, encore une fois, des théoriciens. Zawahiri, pour ce qu'on en sait, est en vie, et c'est quelqu'un qui a vraiment été dans la théorisation de tout ça. C'est un intellectuel des frères musulmans et du djihad islamique égyptien depuis les années 60-70, donc c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé sur le long terme. Il est toujours là, il est toujours le chef proclamé d'Al-Qaïda, et donc il n'y a pas de raison qu'il ait changé de perspective par rapport au projet qu'il pouvait nourrir quand Ben Laden était vivant. Nous avons un certain nombre d'opérationnels qui sont toujours là aussi, et qui sont des gens extrêmement professionnels, qui ont vécu du djihad depuis toujours, et qui ne savent rien faire d'autre, et qui n'ont pas du tout envie de faire quoi que ce soit d'autre, et qui continuent d'avoir leur plan. Vous avez des filiales extrêmement virulentes, très professionnelles. Al-Qaïda dans la péninsule arabique. N'oubliez jamais, contrairement à ce qui est encore véhiculé parfois dans certains médias ou par certains hommes politiques, les frères Kouachi, ce n'est pas Daesh. La tuerie de Charlie Hebdo, qui peut donner le départ en 2015 de cette année tragique en France, ce n'est pas Daesh. C'est Al-Qaïda en péninsule arabique. Les frères Kouachi, ils sont formés au Yémen. Et c'est Al-Qaïda en péninsule arabique qui a été le bras armé de la vengeance d'Al-Qaïda et des islamistes contre les caricaturistes de Charlie Hebdo. On l'oublie souvent. Mera, c'était pas Daesh, évidemment, en 2012, c'était pas Daesh. Mera, c'était aussi Al-Qaïda, entre guillemets, classique, avec une formation dans la zone afghano-pakistanaise. On a un certain nombre d'attentats encore aujourd'hui qui sont commis par des gens dont l'affiliation nous entraîne certainement plus vers Al-Qaïda et ses filiales que vers Daesh proprement dit. N'oublions jamais, alors là c'est plutôt pour les Français, mais n'oublions jamais que la principale opération militaire française antiterroriste, dont on a beaucoup parlé malheureusement la semaine dernière avec le décès de nos 13 soldats, au Sahel. Alors aujourd'hui, vous avez des filiales de l'État islamique et de Daesh qui sont très virulentes et qui prennent un peu le pas sur les anciennes structures avec des allégeances, mais au départ, quand on se déploie en 2013 au Mali, c'est pour combattre AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est aussi une des filiales d'Al-Qaïda qui est la plus puissante. Donc vous voyez, je pense qu'il faut... On a eu aussi un effet d'optique en pensant que tout se réduisait à la zone syro-irakienne, qui est effectivement une zone de ralliement très importante, aussi une zone à partir de laquelle les groupes vont se disséminer et constituent toujours un danger extrêmement prégnant, et ça va continuer, mais il ne faut pas que ça nous aveugle sur le côté, alors votre institut est un institut multipolaire, le terrorisme djihadiste, il est multipolaire aussi, parce qu'il a des franchises partout, il a des succursales partout, et il essaime partout. Et moi, je crois que ce phénomène va muter. Je pense qu'on va sans doute revenir à des stratégies et des tactiques de plus petites cellules, plus individualisées, mais cette mutation n'implique pas une baisse de virulence, il n'implique pas une moindre menace pour nos sociétés, bien au contraire, parce que je pense qu'en plus, ça sera des menaces peut-être plus difficiles à contrer. Parce qu'ils ont compris que les grands mouvements spectaculaires étaient quelque chose qui pouvait se déjouer. Il y a beaucoup d'attentats qui sont déjoués, il y a beaucoup de leaders qui sont éliminés, quasi quotidiennement. Vous avez en Syrie, en Irak, mais ailleurs aussi, au Pakistan, au Yémen, en Afghanistan, les frappes de drones continuent. C'est impressionnant. En retravaillant un petit peu ces derniers jours, je repassais le nombre de types qui ont été éliminés dans les états-majors centraux de ces groupes terroristes. C'est très impressionnant, et pourtant, ça continue. Donc vous voyez, c'est là aussi où il y a bien quand même une continuité idéologique, parce que vous ne pouvez pas continuer à faire vivre un mouvement en ayant vos leaders qui sont décapités comme ça régulièrement. Vous ne pouvez pas continuer à le faire vivre simplement par, j'allais dire, l'attrait de la violence
pour elle-même. Il faut bien qu'il y ait une matrice derrière tout ça. Il faut bien qu'il y ait un embrigadement, un engagement, une finalité idéologique derrière. Et ça, je crains malheureusement qu'il faille s'y préparer, il faille continuer à travailler là-dessus parce que ça a été jusqu'à présent, je pense, un de nos points morts. Je termine juste sur une petite anecdote. Quand j'étais dans les services, et quand est survenu le 2001, il se trouve que j'étais au cabinet du directeur général de la DGSE à l'époque. Alors, je n'étais pas le responsable du contre-terrorisme, mais dans les réunions de notre cabinet, on parlait évidemment de ces phénomènes. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'un certain nombre de gens n'avaient pas, y compris dans un organe qui était pourtant censé prendre pleinement la mesure de cette menace, un certain nombre de gens continuaient à considérer que c'était un épiphénomène. Qu'après tout, on avait connu d'autres vagues terroristes et que celui-là n'était qu'une prolongation ou un petit phénomène, oui, un épiphénomène au sens littéral du terme, bon, de quelque chose qu'on avait connu par le passé, mais qui n'aurait sans doute pas la virulence sur la durée qu'il allait avoir. C'est en 2001, après les attentats de septembre 2001 à New York et à Washington. Et ce qui m'avait beaucoup frappé sur la durée, c'est que vous avez toujours des gens aujourd'hui qui vont vous dire « Ah, vous savez, il y a eu un débat entre deux grands sociologues de l'islam en France, Keppel et Roy, avec en gros Keppel qui insiste justement sur cette dimension idéologique de l'islamisme, et puis Roy qui relativise un peu en disant, mais pas sans argument d'ailleurs, hein, moi je ne veux pas les renvoyer, je n'ai pas les connaissances pour prendre définitivement parti pour l'un ou l'autre, c'est pas le but, mais et Roy qui dit non, il y a une radicalisation de la criminalité, si vous voulez, et moi je pense que les deux ne sont pas totalement antithétiques, je pense que vous avez un noyau dur idéologisé, très virulent, très fort, et qui va continuer, et qui est là, qui a déjà beaucoup existé, et va continuer à exister, il n'a pas de raison de diminuer, et puis qui va agréger de la criminalité, de la délinquance, avec une porosité de plus en plus forte, et qui va donner quelque chose d'extrêmement dangereux pour nos sociétés, à l'intérieur de nos sociétés, évidemment, et très difficile à désamorcer. Donc moi, je n'opposerai pas les deux, mais c'est aussi pour dire qu'il y a toujours une forme de relativisation. Vous voyez, on a du mal à considérer qu'on a quelque chose de très bien organisé. J'ai entendu l'autre jour, dans une émission de télévision, un grand criminologue, qui a beaucoup de crédit, dire non, mais tout ça, c'est qu'une bande de mafieux. Le phénomène État islamique, c'est de la mafia. On peut dire que c'est de la mafia, il y a un phénomène mafieux, évidemment, mais le cœur de la machine, c'est pas ça. Le phénomène mafieux, il vient se greffer sur quelque chose d'autre. Le trafic, il vient se greffer et alimenter quelque chose d'autre, qui est, encore une fois, une matrice idéologique. Et si on minimise ça, on passe à côté du vrai sujet, je pense. Et on passe à côté aussi de la façon dont il faut vraiment combattre à la racine ce problème de radicalisation. Et là, je ne dis pas que j'ai la solution, parce que c'est extrêmement complexe. Et une fois que c'est enquisté dans votre société, pour l'extraire, c'est quand même quelque chose de très, très, très compliqué. Mais si on n'en prend pas la mesure et si on ne fait pas au moins ce diagnostic-là, on passe à côté. Et je trouve de ce point de vue-là que les travaux qu'on a conduits, les travaux parlementaires qu'on a conduits, sont un peu passés à côté. Ils se sont trop attachés aux symptômes, ne se sont pas assez attachés au noyau dur, à la racine, et ont un peu minimisé ça. Et je pense que c'est un travail de longue haleine qui mérite d'être continué. Ce qui me fascine d'ailleurs beaucoup, enfin, ce n'est pas un grand secret, dans le milieu de la recherche, il y a aussi parfois des ambiances idéologiques qui font qu'il y a beaucoup de chercheurs qui étaient quand même enclins à trouver une forme d'excuse, entre guillemets, à certains phénomènes violents ou autres. Bon. Ce qui m'a beaucoup frappé en discutant avec certains d'entre eux, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des chercheurs qui, même s'ils baignent dans un milieu plutôt à gauche, un peu dans la culture de l'excuse, aujourd'hui font des constats cliniques extrêmement pertinents sur justement ce phénomène djihadiste. Et vous avez des gens, il y a un journaliste français qui a beaucoup écrit sur les djihadistes français, qui s'appelle Thompson, David Thompson, qui était journaliste et qui a fait des études très empiriques dans des contacts avec des djihadistes. Et moi, je l'ai rencontré au début de ses enquêtes et à la fin de ses enquêtes, et il avait beaucoup évolué. Et c'est quelqu'un qui vous disait au début, bon, je ne vais pas dire qu'il avait de la sympathie pour son objet d'étude, il ne faut pas lui faire de mauvais procès, mais il y avait un côté, oui, à trouver peut-être un peu des circonstances atténuantes au parcours. Et puis après coup, après avoir bien étudié sur la durée des dizaines et des dizaines de parcours djihadistes français, qui ne sont pas forcément d'ailleurs parmi les pires, entre guillemets, quand on compare à certains Égyptiens ou autres, mais il est parvenu à la conclusion que le problème de tout ça, c'était l'idéologie. Et qu'effectivement, il avait rencontré des paumés, évidemment, il a rencontré des faibles d'esprit qui s'étaient laissés convaincre, mais pour être convaincu, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous convainque.
Ce qui m'amène d'ailleurs à démonter, mais j'arrête pas de conclure, mais ce qui m'amène à démonter d'ailleurs une chose, j'attire votre attention là-dessus, c'est le mythe du loup solitaire. On a beaucoup parlé de ça, les loups solitaires. Parce qu'il y a des actes individuels de terrorisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le terrorisme inspiré, c'est-à-dire le type qui, comme à Londres, va prendre un couteau et va... Mais quand vous retracez l'itinéraire de ces gens-là, il n'y a quasiment jamais de loup solitaire au sens où le type se réveille un matin, se radicalise en 10 minutes et puis va tuer quelqu'un comme ça. Il y a toujours une interaction, même si l'interaction, compte tenu des technologies, elle est de plus en plus virtuelle, parce qu'elle peut se faire effectivement par Internet, par la lecture et l'apprentissage ultra rapide d'une idéologie basique, mais il y a toujours... Mais vous avez... Quand c'est avec des armes à feu, vous avez le fournisseur d'armes. Quand c'est une plus longue maturation intellectuelle, vous avez des contacts, vous avez des gens qui vont entraîner. Le loup solitaire, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est rarissime. Et ça aussi, ça fait partie malheureusement des artifices de langage, de la même façon que vous voyez, la guerre au terrorisme, les loups solitaires. Tout ça, pour moi, c'est des slogans, mais qui cache un peu la pauvreté de notre réflexion, vous voyez. Et même des professionnels ont utilisé au début cette expression. Mera, c'était un loup solitaire. Sauf que quand vous tirez le fil Mera, ben vous voyez toute une organisation derrière. Et vous voyez des complicités. Strasbourg, l'année dernière, l'attentat de Strasbourg, qu'un certain nombre d'entre nous ont vécu quasiment en direct au marché de Noël de Strasbourg. C'était un loup solitaire et tout. Encore cette semaine, il y a eu 2 arrestations. Par rapport à Strasbourg. Donc vous voyez, il n'y a pas de loup solitaire au sens où tout ça procède d'une mouvance où vous avez beaucoup d'activistes. C'est-à-dire que même le type qui est un peu paumé et qui va se retrouver embarqué là-dedans, je ne vais pas dire à son corps défendant, parce qu'il y a toujours une démarche individuelle quand même à prendre en compte, il est influencé par des gens. Il y a des gens qui vont essayer de l'embrigader, il y a des gens qui vont essayer de l'avoir. Et ces gens-là, eux, sont structurés, si vous voulez. Donc le loup solitaire, parce qu'il voit le truc à la télé, vous pouvez trouver des gars plus ou moins dérangés qui vont peut-être avoir envie de faire ça. Mais le conditionnement qu'ils ont vécu, même s'il a été relativement rapide et un peu passif, il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui ont préparé ces programmes. Donc ça nous renvoie aux mouvances, ça nous renvoie au réseau, ça nous renvoie à l'organisation. Et c'est là où le cœur continue de battre très fort. Hein. C'est qu'on a affaire à des organisations. Si on sous-estime ça, je crois qu'on passe malheureusement à côté du sujet. Ça ne donne pas la solution, évidemment, parce que c'est un mix de plein de choses, d'éducation sans doute, de répression sans aucun doute. Je pense qu'en particulier, on a été d'un laxisme incroyable par rapport aux lieux de culte salafistes en France. Là encore, je dis salafiste, c'est un raccourci de langage. Il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs types de salafisme. Voilà, c'est là aussi où on s'illusionne. Et c'est là où il faut faire attention, parce qu'effectivement, une mauvaise lecture va nous amener à des remèdes pires que les mots, parce qu'une forme de stigmatisation et de discrimination qui va en retour alimenter... il faut faire attention. Mais malgré tout, en France, et en Europe, on a un laxisme incroyable par rapport aux lieux de prêche, aux prêches radicaux. On a encore beaucoup trop d'écart dans nos législations. Si on parle des solutions à apporter, moi je suis absolument sidéré de voir que pendant que la France expulse péniblement une vingtaine de radicalisés étrangers par an, l'Italie en expulse 10 fois plus. 10 fois plus. Comment est-ce possible? Alors que c'est la première mesure de bon sens qui devrait être faite lorsqu'un individu étranger, je parle bien d'un étranger, est signalé comme radicalisé et que vous avez des éléments tangibles de radicalisation, les Italiens, ils ne s'embarrassent pas, ils expulsent. Voilà par exemple un phénomène que notre commission parlementaire n'a pas été capable de formuler précisément, parce qu'un certain nombre de forces politiques s'opposent à cette vision-là. De la même façon que vous lisez partout, dans les procès-verbaux des enquêtes antiterroristes en France, vous lisez partout que la cellule qui a planifié les attentats du 13 novembre en France avait délibérément ciblé les passages de migrants en Grèce pour tenter de faire passer un certain nombre de membres du commando. Ça a été vérifié, ça a été documenté, c'est judiciarisé. Quand, dans le rapport, on a souhaité indiquer que les filières migratoires constituaient
un potentiel véhicule pour des mouvements terroristes, on a toute une partie de l'échiquier politique qui a menacé de refuser de voter l'intégralité du rapport si on osait marquer ça dans le rapport. C'est simplement un fait. C'est un fait, oui, alors que c'est un fait parfaitement documenté. Il y a d'ailleurs, j'avais mis très mal à l'aise un certain nombre de collègues, il faut bien le dire, de gauche, en leur mettant sous le nez le livre de quelqu'un qui n'est pas particulièrement supposé être un fasciste, puisque c'est un très bon chercheur, un très bon journaliste d'ailleurs de Mediapart spécialisé sur les questions de djihadisme, Mathieu Suc, qui a écrit un très bon bouquin sur les services secrets de Daesh, c'est-à-dire sur le réseau, la cellule opérationnelle de planification des attentats de Daesh. Et dans le bouquin, il relate comment les cerveaux des attentats du 13 novembre à Paris avaient délibérément indiqué qu'il fallait envoyer un certain nombre d'opérationnels via les frontières, via les mouvements de migrants en Grèce. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On a vu, et ça a été ensuite documenté judiciairement, que Abdeslam, le seul survivant du commando belge, Abdeslam avait fait plusieurs allers-retours à Vienne et à Budapest pour aller chercher dans des camps de migrants un certain nombre d'opérationnels qu'ils avaient réussi à infiltrer. Donc tout ça est parfaitement documenté. Il ne s'agit pas de dire que derrière chaque migrant il y a un terroriste, il s'agit de dire que dans les filières migratoires, il y a un risque non négligeable et que ça doit nous imposer des contrôles renforcés aux frontières, que ça doit nous imposer de la biométrie, que ça doit nous imposer de l'interopérabilité de fichiers pour que quand on recense un migrant, on puisse avoir un certain nombre de données qui puissent être échangées avec des services de police et des services d'immigration à travers toute l'Europe et pas simplement dans des silos comme ça qui ne correspondent pas entre eux et qui laissent des brèches énormes. Enfin, ce qui me semble, c'est du bon sens, si vous voulez, me semble-t-il, c'était difficile à faire passer au niveau du Parlement parce que vous heurtez là un certain nombre de préjugés idéologiques. Voilà tout ce qui aujourd'hui est à revoir, je pense, même s'il faut le reconnaître, un certain nombre opérationnellement de progrès ont été faits par nos États membres. Et puis on a quand même encore je trouve, des dispositions beaucoup trop laxistes sur notamment tout ce qui concerne cet aspect idéologique, les prêches, les imams radicalisés, les financements étrangers, tout ça c'est quelque chose... Alors c'est très complexe à aborder, c'est effectivement très complexe, il ne faut pas dire qu'on a la solution comme ça, mais l'établissement par exemple d'une forme de liste noire des imams radicalisés ou des prédicateurs radicalisés à travers toute l'Europe qui fait que si on en expulse un de France, il ne puisse pas aller en Italie et puis ensuite se retourner en Autriche ou je ne sais pas, ça me paraît des mesures de bon sens qui devraient... Alors évidemment, vous voyez tout de suite ressurgir, c'est du fichage, c'est du... Moi je pense que ça fait partie des combats qu'il faut mener parce que si vous laissez ça s'installer, vous avez inévitablement une propagation par la base qui ensuite est extrêmement difficile à contrer. C'est des sujets compliqués à mettre en œuvre. Moi, je ne sous-estime pas les difficultés que rencontrent nos services de police et autres, mais je pense que les législateurs ont quand même une responsabilité énorme pour donner les moyens aux forces de l'ordre, de renseignement et à la justice de travailler. Parce que la justice, contrairement à une croyance, je suis le premier en France à trouver que parfois la justice est très laxiste, en particulier par rapport au phénomène de délinquance, de la délinquance ordinaire qui est absolument insupportable dans nos villes et dans nos campagnes d'ailleurs, où les incivilités, comme on dit, se multiplient. Et là, la justice est d'un laxisme incroyable. Incroyable. Et donc ça a donné l'impression aux Français que la justice, dans son ensemble, est incroyablement laxiste. La justice antiterroriste ne l'est pas. Les magistrats antiterroristes en France sont dans leur quasi-totalité des gens d'abord extrêmement compétents qui ont bien appréhendé le problème, qui ont bien appréhendé le problème idéologique et qui généralement vont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Ça m'a beaucoup frappé, c'est de voir que des magistrats, je ne vais pas dire vont au-delà de ce que le code pénal leur permet de faire, parce que ce sont des juristes, on ne leur fera pas cet affront, mais franchement, ils vont au maximum de ce que le code pénal leur permet dès lors qu'il s'agit de lutte contre le terrorisme. Alors le problème, c'est les juges d'application des peines, souvent. Alors les juges d'application des peines, le problème aussi, c'est les lois avec le code pénal, parce que les peines, peut-être, sont trop légères. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit aujourd'hui un certain nombre d'activistes, alors c'est très difficile d'arriver à convaincre quelqu'un judiciairement
de le culpabiliser pour des choses qui sont immatérielles, si vous voulez, des prêches, des choses comme ça. Il faut avoir des bons éléments pour que la procédure tienne. Et ça demande en particulier un appareil de renseignement extrêmement performant, qui a beaucoup été démantelé, malheureusement à une période où j'aurais préféré que ça se passe autrement par rapport à mes engagements politiques, mais il faut bien reconnaître qu'en particulier ce qu'on appelle en France le renseignement territorial a subi dans les années 2000 une baisse d'effectifs et des réorganisations qui ont été malheureusement contraires au bon intérêt de la compréhension du phénomène sur l'ensemble du territoire français. C'était là où on pouvait obtenir beaucoup plus d'éléments concrets sur... c'est pas que des grandes mosquées dans lesquelles c'est souvent des petits locaux clandestins dans lesquels vous allez avoir des prêches radicaux ou autres. Et là, il faut avoir les instruments pour aller dénicher ces prêches, pour pouvoir ensuite les judiciariser pour des incitations à la haine, pour des apologies du terrorisme. Malheureusement, incitation à la haine, apologie du terrorisme, ça constitue des infractions ou des délits répréhensibles, bien sûr, mais avec des peines légères. Il faut pouvoir relier ça ensuite à une entreprise criminelle, terroriste, pour là tomber sur des peines qui soient véritablement beaucoup plus lourdes, ou sur l'organisation de réseaux de départ pour des zones djihadistes, où là, par exemple, les juges vont se montrer très durs. Mais il faut aussi que le législateur mette des peines en conséquence, parce qu'on sait que ces gens-là, on va les retrouver. Vous les mettez 4-5 ans en prison, outre le fait qu'ils vont vous foutre un bazar pas possible en prison, ces gens-là, quand ils ressortent de prison, j'en connais pas qui se sont déradicalisés en prison. Et donc, non seulement ils vont reprendre leurs activités, mais ils vont redoubler de vigueur et ils vont continuer. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure, les réseaux qu'on avait vus à l'œuvre avec les réseaux algériens dans les années 90, on les a retrouvés au début des années 2000 avec l'Irak, et puis on les retrouve aujourd'hui au Levant, et je crains que demain, on va les retrouver sur une autre zone. On va les retrouver sur... moi, je suis très inquiet sur la partie africaine en particulier. Je pense qu'au-delà du Sahel, je pense qu'il y a une vraie attention à avoir sur l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest, une Afrique de l'Ouest qu'on a connue un peu épargnée par ces phénomènes, mais des pays aussi sympathiques pour nous que le sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, sont des pays menacés par cette gangrène. Je pense que l'Afrique de l'Est, la Somalie reste une zone terrible, terrible. Le groupe Al-Shabaab est quelque chose dont il ne faut pas sous-estimer. Et là aussi, ça participe des différences de perception. Nous, Français, c'est pas notre zone, et on est préoccupé par l'Afrique francophone, qui est effectivement où il y a déjà beaucoup à faire. Les Britanniques vont prêter plus d'attention à l'Afrique anglophone et à la partie corne de l'Afrique, et ils n'ont pas tort. La Suède, qui a une immense communauté somalienne, va payer beaucoup d'attention, et quand on veut les attirer au Sahel, c'est là aussi on a des différences de perception qu'il faut bien avoir en tête si on veut expliquer pourquoi on a l'impression parfois en France que les choses ne sont pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être en Europe. Voilà. Pardon, c'était un peu décousu, mais ce que je voulais en rapport avec notre sujet faire sentir, c'est que vraiment, moi je ne suis pas un obsédé de l'islamisme et de la menace islamiste. J'essaye de la considérer encore une fois cliniquement pour ce qu'elle est. Je crois que nous avons une menace qui est extrêmement sérieuse. Je ne pense pas qu'elle soit existentielle au sens où je pense que nous avons les moyens de la vaincre. Je pense que nous avons tout à fait les moyens, nos sociétés ont tout à fait les moyens de surmonter cette menace. Je pense qu'elle est existentielle ou au sens où ces gens-là en veulent à notre existence, où leur objectif est vraiment de nous annihiler. Ça, j'en suis absolument convaincu, et c'est des gens très déterminés. Je ne pense pas qu'ils puissent parvenir à leur fin, mais encore faut-il que nous, on soit suffisamment vigilants et déterminés aussi nous-mêmes à les combattre et à les réduire à ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement marginal à l'échelle mondiale et encore plus évidemment à l'échelle européenne. Merci.